Dans les bonnes pratiques d'une relation amoureuse épanouie. Alors, vous allez me dire, c'est la base. Oui. Pour autant, apprendre à dire oui, apprendre à dire non et se donner le droit de changer d'avis à n'importe quel moment est un des principes absolument fondamentaux. Alors, dans une relation amoureuse, mais dans n'importe quelle relation en fait. Si vous réfléchissez bien, posez-vous la question. Et vous pourriez le faire sous forme d'exercice, et je le donne en exercice. Faites-moi une liste. Vous prenez pendant une journée, vous décidez de faire cet exercice. Vous prenez un petit carnet avec vous et pendant toute la journée, chaque fois que vous vous observez dire oui ou dire non, alors qu'à l'intérieur de vous, c'est pas OK d'avoir dit oui ou d'avoir dit non, eh bien, vous le notez sur une feuille. Vous le notez dans votre petit carnet et vous faites le bilan à la fin de la journée de savoir combien de fois vous n'avez pas su dire oui ou pas su dire non, ou alors de ne pas vous être donné le droit de changer d'avis. Vous verrez, en général, c'est assez parlant. Deuxième chose, et encore une fois, ça paraît simple, apprendre à connaître ses propres besoins pour les faire passer avant ceux des autres. Pourquoi? Quand on est en relation amoureuse, on est deux personnes. Bon, on va faire simple, hein, pour une relation à deux. Je plaisante. Deux personnes. En réalité, on n'est pas deux, on est trois. On est les deux personnes et la relation qui nous lie. Et chacune des personnes est responsable de 50% de la relation. Ça veut dire que chaque personne est responsable de ce qu'elle envoie dans sa partie de la relation et ce qu'elle accepte de recevoir de son côté de la relation. Et cette personne-là n'a aucun pouvoir, aucune action à avoir sur l'autre personne qui est de l'autre côté. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on ne prend pas en charge l'autre, on ne peut pas présager à l'avance de ce qu'il peut penser, dire. On ne peut pas savoir non plus ce qu'il a à l'intérieur de la tête quand il dit ou qu'il réagit de telle ou telle façon. Et l'idée est simplement de rester à sa place, de son côté de la relation, pour pouvoir exprimer ce qui n'est pas OK, ce qui est OK, de son côté de la relation. Et donc, bien évidemment, de ne pas prendre en charge ce qui se passe de l'autre côté. C'est ça que j'exprime là, apprendre à connaître ses propres besoins. Très souvent, les personnes qui sont en difficulté ou qui au moins se retrouvent avec une difficulté dans la relation ou une situation difficile à un moment donné, observez-vous. Est-ce que vous êtes de votre côté de la relation ou est-ce que vous êtes en train de projeter ou d'essayer de savoir ou d'essayer de contrôler ou d'essayer de maîtriser ce qui se passe de l'autre côté de la relation? Et en fait, si vous regardez bien, la seule personne sur laquelle vous pouvez vraiment avoir la totalité des informations, si vous le souhaitez, c'est vous. Vous pouvez savoir à un moment donné si c'est OK ou pas OK ce qui se passe. Vous pouvez savoir si vous avez bien dit et bien exprimé ce que vous vouliez, le oui, le non ou changer d'avis ou autre chose, hein, enfin voilà. Et vous pouvez jamais présager de ce qui se passe de l'autre côté à moins de poser des questions. Et encore, tout dépend si vous avez posé des questions, hein, et quel type de questions vous avez posé. Donc je vous invite à apprendre à connaître votre côté de la relation, qu'est-ce qui se joue pour vous et de l'exprimer pour vous et de ne pas projeter. Alors ça peut donner, par exemple, ça m'arrive très souvent, lors des consultations, des personnes qui viennent me voir avec des difficultés dans leur relation, qui s'assoient, en face de moi ou qui sont là en visio en face de moi et qui me racontent en long, en large et en travers ce que le compagnon n'a pas dit ou la compagne n'a pas fait, qu'elle aurait pu faire ci, qu'elle aurait pu faire ça et elle a réagi comme ci et elle a fait ça et cetera et cetera. Et en fait, ils ne font que me parler de l'autre côté de la relation. Et donc très souvent, ce que je fais moi, en tant que thérapeute, c'est de leur dire: «Mais et vous, en fait? Où en êtes-vous? Qu'est-ce que ça vous a fait à vous de percevoir ça, d'entendre ça ou de voir votre compagne ou votre compagnon réagir ou dire ou faire ça? Vous, qu'est-ce que vous en pensez?» Et très souvent, de façon assez surprenante, les personnes ne savent pratiquement jamais répondre et voire même me répondre sur la base de: «Oui, mais l'autre a fait ci, l'autre n'a pas dit ça, l'autre» et cetera. La seule chose à faire là, c'est de vous tourner, de changer d'angle de vue et plutôt que de regarder ce qui se passe de l'autre côté de la relation, c'est de vous tourner et de vous dire: «Mais là, chez moi, qu'est-ce qui se passe? De quoi j'ai besoin là, tout de suite, maintenant? Et est-ce que ça, j'en tiens compte ou pas?» Je vous donne un exemple. Ce matin, j'étais avec une personne en consultation. Son compagnon, c'est leurs 2 ans d'anniversaire. Ils ne vivent pas encore ensemble et ils ont une distance, assez importante entre les 2 pour le moment.
Et elle me dit: «Mon compagnon, s'est mis en tête qu'on allait fêter nos 2 ans de relation et m'a invitée à venir chez lui à ce moment-là. J'ai 50 kilomètres à faire. C'est demain soir, j'ai pas envie d'y aller». C'est pas que j'ai pas envie de fêter les 2 ans d'anniversaire, mais j'ai pas envie d'y aller, voilà. Et en même temps, je me sens obligée. Et oui, il a tout prévu, il a organisé, et cetera. Et elle n'arrêtait pas de me dire, de me parler de son compagnon, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait prévu, de ce qu'il avait projeté, de ce qu'il avait organisé et qu'elle n'avait pas su dire non, n'avait pas su dire oui. En tout cas, voilà, elle voulait absolument s'obliger à aller, retrouver son compagnon. Et je lui ai fait faire cet exercice de lui dire: «Mais, heu, arrêtez de me parler de ce qui se passe et de ce que votre compagnon pense, fait, a dit, nanana, ou comment il va réagir si jamais à tout hasard vous n'y alliez pas, et vous?» Et en fait, en posant des questions: «Est-ce que vous, c'est OK d'y aller ou pas?» La réponse était non et elle me disait alors c'était non, puis elle me disait: «Et en même temps, je suis pas sûre, je sais pas, pour le moment, j'ai pas envie d'y aller, peut-être juste avant, j'aurais envie. Mais il faut que je le fasse parce que si je n'y vais pas» et vous? Ça veut dire que vous êtes prête à aller faire plaisir à votre compagnon, d'y aller en n'étant pas heureuse, pas contente d'y aller, en vous forçant à y aller. Et si on tournait les choses en sens inverse? Et si votre compagnon venait vous retrouver alors qu'il en a pas envie, qu'il va faire la tête et que c'était pas son choix? Est-ce que ça vous plairait? Ah bah non! Alors pourquoi est-ce que vous ne vous autorisez pas la même chose? Donc pensez à connaître vos propres besoins et votre côté de la relation avant de projeter ce qui se passe chez l'autre. Et avec beaucoup de bienveillance et d'amour, de vous exprimer sur vos propres besoins en fait. Et d'apprendre à accepter la carte du monde de l'autre et à le lui partager. Partagez votre côté de la relation. Exprimez-lui. Mais tu vois là, j'ai eu une semaine chargée, j'ai qu'une envie, c'est j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin d'être un peu seule, j'ai besoin d'être un peu avec moi, j'ai besoin de me mettre dans mon bain au chaud et de te retrouver en étant, voilà, reposée, heureuse de te retrouver et non pas dans la contrainte, dans l'obligation et vite, 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 tout de suite après la fin du travail à faire 50 kilomètres. Expliquez votre carte du monde, expliquez votre côté de la relation. Si la personne en face est bienveillante et amoureuse, elle va comprendre, il n'y a pas de raison. Et si elle ne comprend pas, est-ce si grave que ça? Ça voudrait dire que vous allez vous plier à ses besoins et à ses demandes, alors que vous, c'est pas OK. Ça, c'est pas OK. Et donc, je vous invite à réfléchir à ça. Alors, on est d'accord, hein? Quand on n'arrive pas à dire non, qu'on n'arrive pas à la première étape de ça, c'est de s'en rendre compte, de prendre conscience que vous avez dit oui alors que vous vouliez dire non, ou alors que vous ne répondez pas parce que vous ne savez pas encore, ou que vous avez accepté, mais parce que vous pensez qu'il faut que vous le fassiez. De grâce, commencez simplement par prendre conscience des choses. Ça ouvrira, neuronalement parlant, des possibles que vous n'avez pas fait jusqu'à maintenant. Si vous avez l'habitude de faire passer l'autre en premier, c'est votre automatisme. Donc, si vous ne changez pas ces automatismes-là, les choses ne changeront pas. Enfin, soyons pragmatiques, à faire toujours les mêmes choses, on a toujours les mêmes résultats. Commencez simplement par prendre conscience. Conscience que là, peut-être, vous avez fait passer les besoins de l'autre avant les vôtres et c'est OK, voilà, et acceptez-le. Vous n'allez pas changer en alors, si vous aviez une baguette magique et que vous trouviez comment faire, vous me donnez la recette, on le brevette et on se fait des millions. Ça n'existe pas, en fait. Donc soyez pragmatique, allez-y petit à petit, mais le premier niveau de guérison, c'est la conscience. Donc prenez conscience de ce qui se joue pour vous dans la relation. 4e, apprenez à aimer à la bonne distance. De grâce. La fusion dans le couple, c'est l'asphyxie. La fusion dans le couple, c'est l'asphyxie. C'est comme si, alors là, on est en plein dans Disney, on est en plein dans Hollywood, c'est comme si l'autre savait exactement ce dont vous aviez besoin. Ben, vous m'expliquerez comment c'est possible parce que vous n'avez pas les mêmes cartes du monde, vous n'avez pas les mêmes sacs à dos et vous n'avez surtout pas la même tête. Donc, à un moment donné, vouloir absolument tout partager, tout dire, tout raconter, eh bien, ça finit par étouffer. Et là, j'attire votre attention sur une chose. Très souvent, les couples qui se retrouvent en difficulté au bout de X temps de relation, très variable en fonction des relations, c'est parce qu'elles se sont enfermées
dans un schéma, dans un contrat, et qu'elle pense ne plus pouvoir en sortir. Je vous donne un exemple. J'ai eu un, un- un couple. Alors j'avais madame d'abord et après monsieur, mais madame me disait en fait, depuis le début de notre relation, il était convenu que nous aurions des enfants, plusieurs, et que dès que les enfants seraient là, je m'arrêterais de travailler et je les élèverais. Et dans le son de la voix, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, ça n'était plus OK. Et elle me disait qu'elle se trouvait en difficulté parce qu'elle avait envie d'autre chose, maintenant que les enfants étaient un petit peu plus grands, qu'elle avait envie de rencontrer du monde, qu'elle avait envie, voilà, de reprendre une vie, normale, enfin normale, active. Et et ben, elle se trouvait contrainte aujourd'hui dans le cadre de son couple parce qu'un certain nombre d'habitudes avaient été prises et elle n'osait même plus aborder le sujet ou en tout cas en parler tout court à son compagnon. Et elle me disait: «Je suis contrainte de rester telle que je suis». Sauf que ça, aujourd'hui, c'est plus OK pour elle. Ça l'a été à un moment donné et c'est OK, hein, enfin voilà, elle a profité, elle était heureuse d'élever ses enfants, d'être présente pour eux et de s'occuper du foyer et à un moment donné, ça n'a plus été OK et elle était coincée dans cette situation-là depuis plusieurs années, à ne pas oser dire à son mari qu'elle aurait voulu être autrement, vivre autrement et en fait, elle se bagarrait elle-même, avec elle-même, en disant mais alors elle faisait des petits trucs à droite à gauche, mais elle ne s'autorisait pas. Tout simplement parce que les habitudes avaient été prises et que finalement ils avaient décidé de s'aimer d'une certaine façon et personne ne se laissait vraiment d'oxygène. Donc lui se contraignait à être présent au maximum, donc il s'empêchait de faire du sport. Et elle, il est footeux, il voulait aller faire du foot, mais en tout cas il se limitait parce qu'il voulait être présent au foyer. Et elle se limitait en termes d'activité en ne faisant que du bénévolat ou des activités comme ça, alors qu'elle avait un vrai projet, une vraie idée qui, alors après, voilà, mais à mon sens, qui tenait la route. Et donc, en réapprenant en fait à la fois nourrir leur relation à tous les deux et en nourrissant également la relation qu'ils entretenaient avec eux-mêmes de chaque côté, ils ont appris à remettre de la bonne distance dans leur relation sans être esclaves du contrat qu'ils avaient signé. S'il vous plaît, les contrats qui ont été signés au début d'un couple, dans le mode de fonctionnement, dans la façon d'être, dans la façon de réagir, peuvent changer à n'importe quel moment. Vous avez eu le droit d'être timide au départ, réservé, peureux, et à un moment donné, de décider de créer votre boîte, de devenir sociable, voilà, d'avoir envie de faire du sport alors que vous n'en faisiez pas, j'en sais rien. Mais de grâce, le contrat au sein d'un couple, c'est quelque chose qui doit pouvoir évoluer. Aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de couples divorcent parce qu'un contrat a été signé au départ et que les deux protagonistes pensent qu'ils sont liés par ce contrat. Ils sont liés effectivement, mais les contrats peuvent bouger. Et je vous invite à vous écouter pour faire bouger ces fameux contrats et de ne pas rester bloqué à devoir divorcer ou à devoir vous séparer simplement parce qu'à un moment donné, eh bien, voilà, vous estimez que votre contrat a été signé et qu'il faut que ça reste comme ça. Faire confiance à votre intuition pour vous guider plutôt qu'à votre ego. Alors, je vais reprendre un exemple d'une séance avec une jeune femme célibataire qui, voilà, qui venait me voir en me disant, voilà, je viens vous voir parce que j'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'estime de moi, je suis timide et au final, je rencontre personne. OK. Et en la questionnant, elle me raconte qu'elle a eu des histoires, certes, mais en fait, elle a jamais trouvé la bonne personne. Elle tombe toujours sur des personnes qui ne lui correspondent pas, qui ne lui conviennent pas. Et puis, ça finit un peu en eau de boudin, etc. Et cette jeune femme est devenue indépendante et lance son activité. Et elle me dit,
Et elle me dit, bon, voilà, j'ai la pression, je ne sais plus quel âge elle avait, 30 et quelques années, il faut absolument que je me mette en couple, j'ai une forme de pression. Alors en posant des questions, bien sûr, cette pression était sociale la plupart du temps. Donc ça, on est d'accord, ça venait de son sac à dos, ses parents qui régulièrement au repas de famille lui posaient la question: «Alors, tu as rencontré quelqu'un? Quand est-ce que tu nous fais un petit?» Ce genre de choses, donc c'était dans son sac à dos, on est d'accord? Et elle me disait: «Oui, elle ressassait ça avec son Robert, hein, avec son ego, ce elle devrait faire, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, ce qu'elle était du coup incapable de faire, bien sûr, hein, et qu'elle ne trouverait personne, et cetera, et cetera. Et en lui posant la question, en la faisant travailler sur son intuition et sur ce qu'elle pensait vraiment, elle a fini par me dire: «Mais en fait, je sais que je ne rencontrerai pas quelqu'un tant que mon entreprise ne sera pas viable». Voilà. Donc c'est clairement un exemple, d'une personne qui ne se faisait pas suffisamment confiance et qui luttait contre ce que son ego lui disait, alors qu'elle-même, elle avait la solution, elle savait exactement. Et quand elle a fini par accepter ça, eh bien, c'est passé tout seul. Elle s'est consacrée à son entreprise, ce qui ne veut pas dire qu'elle a rencontré personne et qu'elle est devenue ermite, voilà. Mais en tout cas, elle a su et elle savait, intuitivement parlant, qu'elle rencontrerait cette personne lorsque son entreprise serait lancée et en phase de rodage heu, évidente. Autre chose très importante, et là je vais vous faire la comparaison que je fais très souvent en rendez-vous. Nous avons chacun, vous, moi, enfin tout le monde, un langage d'amour. Ça veut dire quoi? C'est, en fait, lorsque, hem, lorsque nous sommes nés, lorsque nous grandissons, nous apprenons, enfin en tout cas, se dévoile une langue d'amour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a chacun une façon ou quelque chose qui fait qu'on se sent aimé. Vous avez bien entendu, hein, qu'on se sent aimé. Tant qu'on ne sait pas ce qui fait que nous, on se sent aimé, on ne peut pas, du coup, vous vous souvenez, hein, savoir quel est le langage de l'autre. Et lorsqu'on ne connaît pas le langage de l'autre, c'est comme si c'était un couple franco-japonais. Le français continue à parler français et le japonais parle japonais. Ils ne sont pas prêts de se comprendre. Ça donne quoi? Ça donne un monsieur d'une cinquantaine d'années qui, en venant me voir, me disait: «Ouais, je comprends pas, ma femme me demande, enfin, elle veut qu'on se sépare, pendant les» alors je sais plus, c'était 20 et quelques années de mariage. «J'ai fait que donner, 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 je comprends pas. J'ai pas arrêté de lui donner et là, avec cette décision-là, je me trouve démunie parce qu'en fait, je comprends pas, en fait, j'ai tellement donné». Et en lui posant des questions et en le faisant réfléchir lors d'un exercice, pratique sur le langage d'amour qui était le sien, bah, il s'est rendu compte en fait qu'il avait donné le langage d'amour qui lui permet de se sentir aimé, mais qu'elle en face, elle n'avait pas le même langage. Alors les 5 langages d'amour sont, alors après je vous donnerai la référence pour pouvoir le lire, pour pouvoir lire le livre qui, correspond à ça, mais le premier, c'est, alors je vais essayer de les faire de mémoire parce que je vois rien, mais les moments de qualité. Les moments de qualité, c'est quoi? C'est ces moments où un des partenaires, une personne, a besoin de partager des moments authentiques avec son autre, sans avoir plein de personnes autour, sans qu'il y ait de téléphone, sans qu'il y ait de voilà, simplement en communiquant ou en partageant une activité ensemble, tous les 2, et en se sentant connectés à la personne pendant cette, conversation ou pendant cette activité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, pardon, que c'est la personne, alors par exemple, si je parle de moi, moi, j'ai besoin d'avoir des moments de qualité avec mon partenaire pour que je sente que mon partenaire, en me donnant des moments de qualité, m'aime. C'est ça que ça veut dire, hein. 2e langage, les cadeaux. Si je reprends le comparatif, j'ai besoin que mon autre me fasse des cadeaux pour me sentir aimée. Il va y avoir le kinesthésique, le besoin d'être touché, de câlin. Donc, si je reprends le même exemple, j'ai besoin que mon partenaire me touche, me fasse des câlins régulièrement pour que me prenne dans ses bras, pour sentir qu'il m'aime. Il va y avoir les paroles valorisantes. Donc ce sont des paroles qui permettent de savoir que la personne, quand elle les prononce, la personne nous aime. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Les services rendus.
Les services rendus, ben, c'est j'ai besoin que mon partenaire me prouve en me rendant des services qu'il m'aime. Donc ça peut être, alors je me souviens de ce fameux monsieur dont je vous parlais tout à l'heure qui me disait: «Ben, j'ai toujours descendu la poubelle, chaque fois qu'elle me demandait de faire des travaux dans la maison, je les faisais», et cetera, et cetera. Le problème, c'est que, maintenant que je vous ai cité tous ces langages d'amour, si je reviens sur le premier exemple, si moi, mon langage d'amour, c'est les moments de qualité et que mon partenaire, mon autre, son langage d'amour à lui, c'est des cadeaux et qu'il ne comprend pas que mon langage à moi, c'est des moments de qualité, eh bien, et que lui, son langage d'amour, c'est les cadeaux, très naturellement, hein, comme le couple franco-japonais, lui va m'offrir des cadeaux. Et il va penser qu'en m'offrant plein de cadeaux, il me dit combien il m'aime. Sauf que moi, mon langage d'amour, ce n'est pas les cadeaux. Moi, ce sont les moments de qualité. Donc, quand il m'achète un cadeau et qu'il me le donne, et qu'ensuite il s'en va, et qu'on ne partage pas de moments ensemble, eh bien, je ne me sens pas aimée. J'espère que vous avez compris, en fait. Et l'idée, c'est que chaque partenaire devrait se poser la question, pour soi déjà, quel est mon langage d'amour à moi? Alors, on peut en avoir un, deux principaux. Et quel est les langages d'amour de mon compagnon ou de ma compagne? Pourquoi? Ben, exactement comme le couple franco-japonais dont je parlais tout à l'heure. Lorsque le français est en couple avec un japonais, ou la française japonais, enfin bon, vous avez compris, il y a deux possibilités, hein. Soit le français apprend quelques mots de japonais, soit le japonais apprend quelques mots de français, soit les deux parlent une autre langue, l'anglais par exemple. Mais il y a un moment donné, si le français parle français et le japonais parle japonais, ils ne vont pas se comprendre. Et dans les langages d'amour, c'est la même chose. Si un a un langage d'amour et ne donne que ça, et que l'autre, c'est un autre langage, il ne se sentira pas aimé. D'où ce que je peux vivre, moi, en cabinet, de personnes qui divorcent au bout de X années et qui me disent, en fait, je ne comprends pas. J'ai tellement donné, et ce monsieur avait offert beaucoup de cadeaux et rendu beaucoup de services, alors que sa femme avait besoin de moments de qualité. Et malheureusement, il l'a compris un peu trop tard. Donc je vous invite, je vous donne un petit peu plus loin la référence de lecture, à apprendre quel est votre langage d'amour à vous, et à apprendre un petit peu du langage d'amour de votre compagne ou de votre compagnon pour pouvoir lui parler son langage, ou son langage à lui ou à elle. Alors ensuite, dans une relation amoureuse, ça c'est un truc que j'ai appris aux États-Unis et ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Nous avons chacun, pour nous, des polarités féminines et masculines. Alors, on est d'accord, hein, on peut être un homme et on a une polarité féminine et masculine, et une femme, une polarité féminine et masculine aussi, hein. Ça n'a rien à voir avec le sexe féminin et le sexe masculin. On a au sein de nous ces deux polarités. Et ces deux polarités peuvent être plus développées. Par exemple, un homme peut avoir la polarité féminine plus développée que la masculine, et inversement chez la femme. L'important, c'est d'observer également ces polarités-là dans le couple et quels sont leurs impacts sur le couple. Alors, je vous ai mis là, et vous le retrouverez en détail, vous pourrez mettre pause au moment du replay lorsque vous l'aurez, le détail entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Alors, de façon plutôt schématique, mais vous pourrez lire tout ça. L'énergie féminine, c'est, alors pour que vous puissiez comprendre, l'énergie masculine, si on regarde un ruisseau avec une cascade, enfin oui, un ruisseau, l'énergie masculine va être plutôt les gros rochers dans le ruisseau, et l'énergie féminine, c'est l'eau, d'accord? Celle qui coule dans ce ruisseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie masculine, elle va avoir une forte présence physique, elle va être ancrée, elle va être dans l'action, elle a besoin de planifier, d'organiser, de faire. L'énergie féminine, elle, va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus malléable, entre guillemets, puisque elle va contourner, hein, les rochers, mais de la même façon, les deux avancent, hein, il n'y a pas une énergie qui est mieux que l'autre, peu importe, hein, enfin, en tout cas, voilà, il faut avoir ces deux polarités en soi, donc c'est OK. Souvent, on en a une qui est un peu plus développée que l'autre. Et l'idée, c'est justement de renforcer celle qui est un peu moins présente pour nous. Donc tout ça, ça a des implications sur l'action,
sur les actions, sur les objectifs qu'on peut se poser, sur le mode de fonctionnement qu'on peut avoir et surtout sur les défis qui sont liés à ces énergies masculines, féminines. Ce que je suis en train de vous dire globalement, et vous regarderez ça un petit peu plus en détail lorsque vous aurez le replay, c'est que tant que vous ne savez pas quelle énergie vous avez le plus en vous et l'énergie qu'a votre partenaire, vous risqueriez de passer à côté de certaines incohérences. C'est un peu comme, vous savez, en physique ou en chimie, je ne sais pas, en physique, quand deux partenaires ont une énergie plutôt masculine, les deux, eh ben, on va aller à la confrontation. Quand deux partenaires ont plutôt une énergie féminine prédominante, idem, on va aller... c'est comme, vous savez, les aimants, là, le plus et le moins s'attirent, mais le moins et le plus peuvent se répulser. Donc l'idée, c'est d'observer quelles sont les polarités dans votre couple. Et ces énergies, elles sont fluctuantes, hein. Ça peut être un des partenaires a une énergie plus masculine en ce qui concerne tel domaine, et une autre, enfin, ça peut être fluctuant. L'idée étant de ne pas être uniquement ancré dans une seule de ces énergies-là, de telle sorte à ce qu'il y ait un équilibre qui se fasse chez chacun. Souvenez-vous de ça, hein, c'est important. S'il n'y a qu'un truc que vous pouviez vous souvenir de ce soir, c'est que la relation amoureuse, et on va voir après la sexualité, ne pourra être épanouissante qu'à partir du moment où vous allez considérer qu'il y a deux personnes, deux entités dans la relation amoureuse et dans la sexualité. Si vous êtes dans la fusion en vous disant qu'il n'y a qu'une seule et même personne, vous allez forcément au carton. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas dire que deux personnes différentes peuvent ne faire qu'un. Ça, c'est du romantisme, c'est du Hollywood, du Bollywood, du Disney, tout ce que vous voulez, mais ça n'est pas une réalité. Et ça n'est pas se rendre service à soi que de considérer qu'on est une seule et même entité. Considérer plutôt le couple est une troisième entité qui est la somme des deux personnes dans la relation. Et dans ce cas-là, chacune des personnes pourra trouver son propre équilibre, pourra savoir quel est son propre bien-être, pour pouvoir créer le couple, mais en aucun cas de fusionner les deux et de considérer que deux personnes peuvent répondre à un seul et même besoin. Enfin, soyons pragmatiques, à un moment donné, si on ramène ça à des choses beaucoup plus basiques, et c'est ce qu'on dit en Occident, hein, enfin, c'est le mythe du couple idéal ou parfait, où tout le monde est d'accord, tout le monde partage tout, etc. Enfin, soyons pragmatiques, ne serait-ce que au niveau culinaire, par exemple, ou au niveau, je ne sais pas, goût, il est hyper rare que deux partenaires aient exactement les mêmes goûts sur tout. On est d'accord? Bon. Eh bien, dans ce cas-là, c'est valable pour tout, en fait. Et c'est justement la diversité qui fait que c'est hyper passionnant. Et pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument qu'on soit identique ou qu'on fonctionne identique ou qu'on pense qu'on doit fonctionner identique? Donc, souvenez-vous de ça, la relation amoureuse épanouie, c'est en fait trouver une forme d'équilibre pour chacun, qui font que ces équilibres, si on les trouve chacun de son côté, eh bien, on va pouvoir se retrouver. Mais s'il y en a un qui est en déséquilibre, l'autre ne va pas pouvoir le prendre et le soulever. Ça va marcher un temps, mais ça ne va pas marcher tout le temps.